Antoine, j'ai 22 ans et je viens de finir mon master, ma deuxième année de master à Lumons en biologie. Je vais commencer un doctorat l'année prochaine et j'ai pu être expert pour l'AICES pour deux visites. Là, ça dépend si on est dans une évaluation complète ou continue. Dans une évaluation complète, c'est le président qui rédige le rapport et puis chaque expert va relire le rapport, donc faire un suivi de ce rapport, émettre voilà, ce qu'il changerait, ce qu'il ne changerait pas, ce qu'il ajouterait. Donc là, c'est le président qui a un rôle assez majeur à ce niveau-là. Mais par contre, dans les évaluations continues, là, chaque expert va écrire des rapports complets et les autres experts vont le relire par la suite. Donc ça, on se redistribue les tâches de manière équitable. Et donc là, voilà, écrire un rapport, ça prend du temps, hein, c'est chronophage également. C'est pas quelque chose de très très facile parce qu'il faut rester comment dire, objectif, faut parler de ce qu'on a vu. Il faut être posé aussi, c'est important. Je me souviens, je les écrivais toujours quand j'étais chez moi au soir, tranquillement, parce qu'il faut prendre du recul. Il faut lire ses notes, mais prendre du recul, essayer de prendre le tout dans son ensemble pour pouvoir écrire quelque chose de cohérent et continu. En amont, donc, il y a d'abord la lecture du dossier d'évaluation de l'établissement. C'est vraiment très important de le lire de manière attentionnée aussi, de manière posée. Voilà, personnellement, moi, je fluotais les points importants, les points sur lesquels j'aurais voulu insister. Puis, il faut faire un tableau de synthèse également qu'on remet aux autres membres du comité, hein, donc, il y a une grosse synthèse qui est faite de ce document. C'est la synthèse qu'on peut relire au matin, par exemple, avant d'aller à la visite. Et puis pendant la visite, bon, il y a l'attaché de la cellule exécutive qui prend des notes, qui fait un verbatim ensuite écrit. Mais je crois que c'est important que les experts prennent des notes eux-mêmes. Ça permet de suivre la conversation d'une part. Et puis, souvent on prend toujours des notes sur ce qui nous concerne le plus, je pense. Et donc après, quand on rédige ce rapport, eh bien, on peut vraiment relire les points clés de nos notes. Et donc voilà, toute cette préparation en amont qui est assez importante pour que quand on doit rédiger le rapport, eh bien, on est quand même plus à l'aise et on a déjà les gros points en tête. C'est sûr que la phase de rédaction, c'est quelque chose qui est un peu redoutable. Bon, notamment, il y a le président dans l'évaluation complète qui lui rédige tous les rapports. Mais dans les évaluations continues, là, tous les experts vont rédiger leur propre rapport. Donc, c'est sûr que ça fait peur. On commence sur une page blanche. Voilà, il faut se lancer. De nouveau, on se base sur les notes qu'on a eues, sur les visites que l'on a vues, sur les dossiers qu'on a eus en amont de la visite. Et voilà, faut pas redouter ça. Il faut juste être posé, être calme, avoir les idées claires, prendre du recul et commencer à rédiger, se laisser aller. Et puis il n'y a pas de souci parce que après on est relu par les autres membres du comité qui viennent ajouter, supprimer des choses. Et donc voilà, c'est un premier jet tout simplement, mais il y a beaucoup de relectures après, des dizaines et des dizaines de relectures après. Et donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il ne faut pas que le premier travail soit parfait, il faut juste écrire justement ces constats, ces analyses et ces recommandations que l'on a eues. Et après le reste vient sur même. C'est des outils vraiment très précieux. Je me souviens à la formation, on m'avait dit, un expert comme moi, un alumni expert, on va dire, avait dit que c'était les bibles des experts, les référentiels, et c'est vraiment le cas parce que ça nous permet de rester dans certains contextes, de mettre des barrières aussi, parce que sinon ça peut partir dans tous les sens lors des visites. Et là, on a vraiment des critères listés, 5 critères dans l'évaluation complète et 3 dans l'évaluation continue, subdivisés en sous-critères. Et ça permet vraiment de se focaliser là-dessus. Et donc on peut, par exemple, si vous préparez des questions, vous pouvez mettre ces questions dans certains critères déjà. Et quand vous rédigez le rapport également, vous avez ces critères qui vous aident à rédiger le rapport. Certains, ça dépend des personnes, mais certains rédigent des rapports véritablement critère par critère. Et donc c'est important de cerner ces référentiels, de comprendre les notions qui ne sont pas toujours simples, parce que parfois voilà, ça joue sur des nuances, etc. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, nouveau dans les formations, mais également aux attachés de la cellule exécutive, en amont des visites. Mais voilà, s'il y a certains points qu'on ne comprend pas lors des visites, c'est pas grave, hein, c'est pas une évaluation, on ne demande pas tout ça. Mais c'est vraiment utile pour cadrer les questions, notamment cadrer le rapport, et pour également comprendre l'aspect de la mission. C'est aussi difficile que les référentiels à cerner. Mais après, on se rend compte de la puissance aussi de cette triade parce que, de nouveau, ça met des barrières, ça met un certain canevas dans les visites et dans la rédaction des rapports aussi. Donc, l'aspect constat, analyse, recommandation, ça veut dire que voilà, les constats, il faut uniquement se rappeler, entre guillemets, ou noter ce que l'on voit et ce que l'on entend. Il ne faut pas commencer à extrapoler, il faut vraiment rester 100% objectif. C'est ça l'aspect constat. Ensuite, l'aspect analyse, il faut donc analyser ces constats et pas autre chose. Vraiment, il ne faut pas commencer à se baser sur ses expériences personnelles, etc. Il faut
prendre les constats et les analyser véritablement. Et ensuite, les recommandations, de nouveau, se lient aux 2 points précédents. Donc, quand on fait des recommandations, il faut qu'elles se basent sur les analyses de ces constats et pas sur autre chose. Et ça permet ainsi d'être 100% objectif et également de donner des recommandations concrètes aux établissements, parce que voilà, on part d'un constat et au final, on leur donne une recommandation concrète vis-à-vis de ce constat. Et donc voilà, ça permet, c'est un beau canevas à suivre lors des visites et dans les rapports également. Pour le séminaire de formation, c'est sûr qu'on reçoit pas mal de documents avant, qui sont assez conséquents, ça fait un peu peur, je l'avoue. J'ai lu les documents, honnêtement, tous. C'est vrai qu'on, voilà, c'est un peu, parfois c'est un peu plus difficile à lire, un peu imbuvable parfois, parce que voilà, c'est tout ce qui est un peu politico, etc. Mais c'est important de les lire pour quand on est au jour J de la formation, on peut comprendre les notions qui sont expliquées. On peut poser des questions aussi, parce que voilà, ça c'est important, on peut poser des questions le jour de la formation. Donc voilà, je dirais que le séminaire de formation permet vraiment d'appréhender, de comprendre le fonctionnement de l'AEKES en 2 jours, 2-3 jours. C'est assez impressionnant même de partir de presque zéro et d'arriver de comprendre tout le fonctionnement en 2-3 jours. C'est très bien ficelé. Et donc je pense que c'est important de s'y préparer et d'également de prendre note dans les formations et surtout ne pas hésiter à poser des questions pour vraiment bien cerner la démarche.